Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour, Dafresh. Comment tu vas ce matin? Ça va très très bien. Alors, l'actualité internationale. C'est toujours ce qui se passe en Russie, enfin en Ukraine plus précisément, puisque hier on a appris qu'il y avait eu des pourparlers entre une délégation russe et une délégation ukrainienne. Cela s'est fait dans une ville située à la frontière entre la Biélorussie et l'Ukraine. Il faut savoir que les pourparlers, déjà, il faut le rappeler, ce ne sont pas des négociations. Il n'y a pas eu de négociations. Il y a eu un contact diplomatique entre la Russie et l'Ukraine. L'objectif de ces pourparlers, justement, est de fixer juste le cadre et si tu veux, les éléments qui vont faire et les thématiques qui vont faire l'objet de négociations par la suite, si négociations effectivement il y a. Dans le même temps, on a appris que l'armée russe a intensifié ses bombardements, puisque les autorités ukrainiennes disent que les Russes ne bombardent plus les sites militaires comme ils le disaient au départ, et que maintenant les habitations, les zones résidentielles font l'objet également de tirs de la part de l'armée de militaires russes. Ça, c'est évidemment quelque chose qui était prévisible, puisque une guerre, malheureusement, une guerre propre, ça n'existe pas. Une guerre qui se contente de n'attaquer que des sites ou des objectifs militaires, ça ne suffit pas, puisqu'à un moment ou à un autre, lorsque vous avez en face de vous aussi une population qui est hostile, parce qu'il faut savoir que très unanimement, les Ukrainiens sont contre cette invasion russe, la crainte est que ce conflit-là pousse les autorités militaires russes à instaurer une forme de terreur vis-à-vis de la population, pour qu'elle incite justement les autorités militaires et politiques à une forme de reddition. Mais il ne fait l'ombre d'aucun doute que lorsque l'on fait une évaluation des forces en présence, évidemment, l'asymétrie penche beaucoup plus du côté de la Russie, parce qu'elle a elle a plus d'hommes, elle a plus d'armes, et elle est mieux équipée, elle est mieux entraînée. En dépit des aides militaires qui sont régulièrement faites à l'Ukraine. On sait notamment que la Finlande a fait transiter une partie des armes qui avaient été offertes par l'Union européenne à l'Ukraine. On sait également que la Pologne également fait passer des armes du côté de l'Ukraine. Et donc tout ça va peut-être enliser le conflit dans la durée, mais ça ne va pas véritablement, à mon sens, changer la réalité de l'équilibre des forces sur le terrain. Ça va peut-être essayer de retarder l'échéance, mais je pense que tôt ou tard, et on le sait, en dépit des armes ou de la bonne volonté des militaires ou de la population ukrainienne, on sait qu'évidemment, il va y avoir un basculement du côté de la Russie. Donc, souvent, on voit une opposition, on observe une opposition farouche des militaires ukrainiens, et ça, c'est normal. On est encore au 5e jour du conflit, parce qu'un peu dans Internet, on commence à lire tout et n'importe quoi, comme quoi Vladimir Poutine menacerait d'utiliser l'arme nucléaire. Il ne l'a jamais dit, il ne l'a jamais fait. Je ne pense pas que ce serait dans son intérêt d'utiliser l'arme nucléaire contre une puissance de très moindre calibre face à elle que représente l'Ukraine. Mais les États-Unis ont fait ça. Pardon? Non, les États-Unis ont fait ça. Il faut relativiser. On était en pleine guerre mondiale. Les Américains avaient déjà payé un lourd tribut lors du débarquement en Normandie pour sauver la France et globalement pour sauver l'Europe. Et quand il s'agissait, ils ont aussi payé un lourd tribut pour libérer le Pacifique Sud du Japon, parce qu'ils combattaient à la fois dans le Pacifique et contre l'armée japonaise, et en Europe contre l'armée nazie. Et donc, une fois qu'ils ont terminé ça, quand ils font le bilan, il faut voir que le bilan est énorme. Les Américains avaient... Donc, on utilise l'arme nucléaire. Oui, ils ont utilisé l'arme nucléaire pour donc ils obtenir... ont utilisé l'arme nucléaire. Mais c'est le seul pays et c'est la seule fois où on a utilisé cette arme-là de toute l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire que le Japon avait une capacité de nuisance qui était encore forte. Au point d'utiliser l'arme nucléaire. Oui, il n'avait pas d'autre choix. Jean-Paul, je suis en train de justifier un truc qui n'a pas de sens. Non, ça a un sens. Pourquoi? Parce que quand vous dites que vous allez en guerre, vous faites des estimations aussi en termes de pertes chez vous. D'accord? Si vous avez une arme, et puis d'ailleurs, il faut bien contextualiser, on n'avait jamais utilisé cette arme-là. Et
même les prévisions en termes de dégâts que les scientifiques avaient fait à l'époque, eh ben, c'était réellement en deçà de la réalité. Bien Maintenant, sûr. voilà, maintenant on connaît les dégâts que peuvent causer cette arme-là. Après l'avoir Et donc, utilisé 2 fois de suite. oui, ils l'ont utilisé 2 fois de suite. Une première fois, c'était la nuit. Une deuxième fois, c'était en journée. Et c'était carrément en 48 heures d'intervalle. Donc, il faut savoir que quand on balance la première bombe à Hiroshima, ils n'obtiennent pas la reddition de Mais l'armée vous japonaise. obtenez la réduction en moins de 48 heures. Laissez les gens moins respirer, encaisser ce qu'ils viennent de Mais on recevoir. est dans le cadre d'une guerre totale. C'est pas évident. Donc C'est on pas a évident. utilisé l'arme nucléaire. Oui, c'est une arme comme n'importe quelle autre Voilà. arme. C'est une Donc, arme maintenant dite non Il y a un grand conventionnelle. État qui a utilisé l'arme nucléaire face à un État plus petit et moins fort que lui. Non, attention, il faut relativiser. Quand on remet il faut- de répondre. il faut recontextualiser les Non, choses. faut pas, il n'y a à- pas de recontextualiser. dans C'est-à-dire, le- on était en état de guerre. Là aussi, Oui. on est dans l'état d'une guerre. Non, Bah, puisque si on est dans l'état d'une la guerre Russie entre n'a deux jamais États. déclaré la guerre à l'Ukraine. La Russie dit Ça, qu'elle mène des opérations c'est comme l'autre a militaires. dit dans un film que ça c'est un euphémisme. La Russie n'a jamais déclaré de Mais- guerre. Mais tu viens dans mon pays sans mon autorisation, Mais c'est la même guerre. même en diplomatie, il faut déclarer la guerre. Vous comprenez? Il faut déclarer Donc la je guerre. peux venir te faire la guerre tant que je n'ai pas déclaré la guerre diplomatiquement, c'est pas une guerre. Voilà, c'est-à-dire Oh. que la Convention de Genève n'entre pas en Je crois clé. qu'on est encore à Parce l'époque que- là où on croit ce genre de choses là. Malheureusement- Je te gifle comme je n'ai pas dit aux gens que c'est la Malheureusement, gifle. C'est pas une gifle. malheureusement, la métaphore que tu emploies là en diplomatie ne s'applique pas. Tu comprends? Mais les choses, Donc, le monde change, les choses changent, les conceptions changent. malheureusement, en matière Pour de- la conscience mondiale, la Russie est en guerre contre l'Ukraine. malheureusement, sur le plan de la diplomatie internationale, laisse la il faut que tout le diplomatie. monde, il faut que tout La preuve- diplomatie n'est la qu'un leurre. preuve, vous avez des pays comme la Chine, comme certains pays africains, qui ne reconnaissent pas l'état de guerre entre la Russie et l'Ukraine. D'accord? Donc, c'est-à-dire qu'il y a évidemment un certain nombre de causes à ce non-alignement-là. Parce qu'il y a des pays qui se disent neutres dans ce conflit-là, en l'occurrence la Chine. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a un conflit armé, certes. Mais comment on va définir ce conflit armé-là d'un point de vue des deux parties? L'Ukraine dit que la Russie est en guerre, c'est vrai, parce qu'elle est rentrée sur son territoire sans y être invitée. Et même pour la Russie, de quel territoire s'agit-il? Parce qu'eux, ils ont fait 2 percées. Ils sont passés par l'ouest de l'Ukraine, donc ce qu'on appelle le Donbass, donc les régions de Lugansk et Donetsk. Et pour la Russie qui a reconnu au préalable ces républiques populaires-là, donc estime qu'elle n'a pas violé, si tu veux, le territoire ukrainien en passant par là. Or, bon, évidemment, on sait qu'aujourd'hui, ils ont attaqué la totalité de l'Ukraine et ça, évidemment, c'est clair. Mais c'était aussi la même chose. Quand on repart en 2004 en Irak, les États-Unis n'ont jamais déclaré la guerre à l'Irak. Ils sont venus, ils sont rentrés, ils ont fait ce qu'ils ont fait. La même chose en Afghanistan. Ils n'ont jamais déclaré la guerre en Afghanistan. À la suite des attentats du 11 septembre, les États-Unis ont unilatéralement décidé d'aller envahir. Bah, c'est la même chose que la Russie fait. Voilà, donc pour la Russie, ce n'est pas la guerre. On n'a pas déclaré une guerre formelle. Ils mènent des opérations de dénazification, Donc, ils ont le même combat que les États-Unis pendant la Deuxième Guerre mondiale. Pour la dénazification, ils n'ont pas totalement tort, dans la mesure où il faut savoir que pour les groupuscules néo-nazis, ils détestent la Russie parce que la Russie a joué un rôle central dans l'effondrement du nazisme en Europe. Et donc, combattre la Russie pour les néo-nazis, c'est un peu donner un coup de pied à l'histoire, se battre contre celui qui a toujours été l'ennemi de notre idéologie. C'est un peu ça. Donc, pour l'Ukraine, ça ne dérangeait pas l'ennemi de mon ennemi et mon ami. Et donc, que les groupuscules néo-nazis viennent en Ukraine pour combattre les milices pro-russes qu'on avait dans le Donbass, pour eux, c'était une aubaine, c'était des mercenaires gratuits et autres qui viennent se battre. Et donc, malheureusement, c'est un peu allé dans tous les sens. Et donc, la dénazification dont il parle, il n'a pas totalement tort, même s'il exagère sur cette dénazification-là. L'Ukraine n'est pas envahie par des groupuscules néo-nazis. Il y en a, certes, mais pas dans les proportions que la Russie voulait nous faire croire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la Russie, depuis 2014, n'a toujours pas obtenu de la part de la communauté internationale, notamment des Occidentaux, une reconnaissance de sa souveraineté sur la Crimée, le territoire qu'il a annexé en 2014. Et donc, dans les pourparlers qui ont commencé hier et qui se sont aussi achevés hier, parce que les délégations l'ont annoncé, chacune est repartie vers sa capitale pour des consultations.
on sait que c'est un point central pour la Russie, c'est-à-dire qu'il faut reconnaître la Crimée, il faut dénazifier l'Ukraine, et troisièmement, il faut que l'Ukraine ait un statut neutre. Quand on entend par neutre pour les Russes, c'est que l'Ukraine n'entre pas dans l'Union européenne ni dans l'OTAN. C'est ça la neutralité de l'Ukraine qu'ils voudraient. Et on sait que ce sont les 3 points centraux, ou du moins pour moi, il y a 2 points sur lesquels la Russie ne va pas transiger, c'est-à-dire sa souveraineté sur la Crimée et le fait que le statut de l'Ukraine est un statut neutre. Je pense que sur ces 2 points-là, il ne va pas transiger. Mais pour les Occidentaux, l'objectif d'abord, c'est d'arrêter les conflits armés et d'obtenir un retrait des forces russes de la totalité de l'Ukraine. Donc ça, ce sont évidemment, à mon sens, les thématiques qui vont faire l'objet à la suite de négociations, en dépit du fait que dans la journée d'hier, le président Volodymyr Zelensky a signé une demande d'adhésion urgente à l'Union européenne en arguant que en cas donc c'est comme ça, on peut quand on est dans une situation, comme on est dans un cas exceptionnel, donc il faut une procédure exceptionnelle d'adhésion, même si on sait que évidemment ça ne se passe pas comme ça, c'est pas du jour au lendemain et surtout dans ce contexte-là que l'Ukraine pourrait obtenir son entrée dans l'Union européenne. Donc c'est ce qu'il faut retenir aujourd'hui. Il y a un point extrêmement positif à mon sens, c'est déjà que les partis ukrainiens et russes, en dépit de la forte crise qui les oppose, aient quand même décidé de mettre en place un corridor de discussion. On n'est pas encore dans des négociations, on est dans des discussions. Maintenant, on verra ce que ça va donner dans les jours, dans les semaines à venir, parce qu'il y va de l'avenir de la Russie et de l'Ukraine. L'Ukraine sur un plan politique, parce qu'évidemment, il risque d'avoir un anéantissement de l'Ukraine. La Russie en a la capacité. Et un danger pour la Russie, c'est de voir si les sanctions telles qu'elles sont déjà multipliées par 2, parce que les Occidentaux ont fait quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire qu'ils ont gelé les avoirs de la banque centrale russe. Donc ça veut dire que les Russes n'ont plus la capacité d'obtenir des devises étrangères, et ça a entraîné déjà un effondrement de près de 9% de la valeur du rouble. Donc pour le moment en Russie, on n'a plus accès à des devises étrangères, et il faut savoir également que les oligarques russes, les hommes d'affaires russes qui ont des avoirs à l'étranger n'y ont plus accès, parce qu'évidemment la Banque centrale ne peut plus procéder à des retraits. Donc tout ça, évidemment, ça va peser ensuite sur la Russie et sur son économie, même si évidemment l'Europe ne sera pas indemne, puisque 80% de ses exportations minières, que ce soit le pétrole, le gaz, le charbon, viennent de Russie. Et ça, évidemment, c'est un problème qui va peser aussi sur l'industrie européenne, qui est très énergivore et donc, par conséquent, qui est très dépendante du pétrole et du gaz et du charbon russe. Merci Jean-Paul qui revenait sur l'actualité internationale ce matin sur les 104.5 Urban FM et la station urbaine. Restez connectés dans le Da Fresh Morning. Urban FM 104.5.